C'est un feu lent qui consume le bois. Ce n'est pas immédiatement perceptible, mais avec chaque étincelle, il s'étend, grandit et transforme tout sur son passage. C'est ainsi que la discipline agit dans la vie. Ce n'est pas une explosion soudaine, c'est une flamme constante qui, avec le temps, façonne ton caractère, ta présence et ton respect de toi-même. Tu n'as pas besoin d'une tempête pour changer, ce dont tu as besoin, c'est cette étincelle quotidienne, ce 1% qui semble petit, mais qui avec constance devient une force irrésistible. La plupart se trompent en pensant que la transformation personnelle arrive d'un coup, comme un miracle ou un réveil soudain. La vérité est beaucoup plus crue. Ce que tu es aujourd'hui est le résultat de tes petites décisions. Chaque pas ferme ou chaque moment d'inattention ont construit la personne que tu vois dans le miroir. Ton image, ta sécurité, ta confiance, tout parle du respect que tu te donnes à toi-même au quotidien, dans ces détails qui semblent insignifiants, mais qui révèlent qui tu es vraiment. L'erreur commune est d'abandonner trop tôt, lorsque les résultats ne sont pas encore visibles. C'est à ce stade, le plus silencieux, que beaucoup abandonnent. Ils ne comprennent pas que la discipline fonctionne comme le bambou chinois. Ils passent des années à pousser sous terre, invisible, mais en silence, il se renforce pour ensuite s'élever fermement vers le ciel. Il en va de même pour toi. Chaque habitude quotidienne est une racine qui s'ancre dans ton caractère, te préparant à résister à n'importe quelle tempête. Cette vidéo ne cherche pas à te motiver avec des phrases creuses. C'est un appel direct et réaliste. Si tu n'es pas constant, n'attends pas de changement. Si tu ne te respectes pas, n'attends pas de respect des autres. Si tu ne soutiens pas le processus, il n'y aura pas de transformation. Mais si tu décides de t'engager dans ces petites actions quotidiennes, avec discipline et patience, tu découvriras que la vie commence à tourner en ta faveur. Reste jusqu'à la fin, car ici, tu vas comprendre que la discipline ne te change pas seulement à l'extérieur, elle transforme également la façon dont tu marches, la façon dont tu te parles à toi-même et la confiance avec laquelle tu affrontes le monde. 1. Réveille-toi avec intention et prends soin de ton début de journée. C'est comme l'aube qui brise l'obscurité de la nuit. Elle n'arrive pas brusquement ni avec violence, elle commence par un éclat doux, presque imperceptible, qui inonde lentement tout de clarté. Ainsi devrait être ton début de journée. Un moment qui n'est pas gaspillé dans la routine automatique, mais qui devient un acte de respect envers toi-même, la première décision qui marque la direction de toutes les autres. Se réveiller avec intention n'est pas simplement ouvrir les yeux. C'est prendre conscience que chaque matin est un nouveau champ de bataille où ta discipline décide si tu avances ou recules. Quand tu te lèves sans ordre, en vérifiant ton téléphone immédiatement, en te laissant entraîner par la paresse, ce que tu fais, c'est envoyer à ton esprit un message de reddition. Tu dis que la journée te contrôle, pas l'inverse. En revanche, lorsque tu choisis de te réveiller avec intention, ta première action devient une déclaration de guerre contre l'apathie. Tu n'as pas besoin de discours motivants, ni de grands plans. Il suffit de décider que ton début ne sera pas un gaspillage. À partir de ce moment, ton esprit comprend qu'il y a une direction et que c'est toi qui la maintiens. Les stoïciens parlaient du contrôle interne, comme du seul vrai pouvoir que nous avons. En commençant ta journée par un acte conscient, que ce soit te lever du premier coup sans laisser de place à la paresse, faire ton lit avec soin ou consacrer quelques minutes à la réflexion, tu entraînes déjà ta volonté. Cet entraînement est invisible au début, mais il façonne la façon dont tu affrontes tout ce qui vient après. Parce que si tu réussis à maîtriser la première bataille de la journée, ton esprit se prépare à ne pas céder aux suivantes. La discipline commence par les petites choses. Tu ne peux pas espérer avoir de la force dans les moments décisifs si tu ne peux même pas contrôler ce que tu fais en ouvrant les yeux. L'habitude de commencer avec ordre et intention devient la pierre angulaire de ton caractère. C'est un rappel que le respect de soi ne se mesure pas en belles paroles, mais dans la façon dont tu te conduis dès les premières minutes de ta journée. Si tu te donnes la permission de commencer avec force, ta confiance grandit, ta sécurité s'affirme et ta journée prend une direction qui peut difficilement être brisée. Beaucoup échouent,
parce qu'ils cherchent des changements grandioses, sans se rendre compte que tout commence par des choses simples. Le 1% dont on parle tant n'est pas une théorie vide, c'est se lever aujourd'hui avec plus de fermeté qu'hier. C'est choisir de ne pas repousser ton réveil, c'est comprendre que le temps que tu perds le matin est de l'énergie que tu te voles à toi-même. Celui qui apprend à maîtriser ses matins devient maître de sa vie. Non pas parce que le matin est magique, mais parce que c'est le début. Et au début se révèle la vérité de ta discipline. Se réveiller avec intention est une habitude qui te construit de l'intérieur vers l'extérieur. En le faisant, ton corps reflète l'ordre, ton esprit transmet la clarté, et ta présence commence à parler avant tes mots. C'est comme cette aube qui transforme peu à peu le ciel. Au début, elle semble insignifiante. Mais lorsque tu la maintiens chaque jour, l'obscurité recule et ta vie commence à s'illuminer de sa propre force. C'est le véritable pouvoir de choisir comment tu commences. Comprendre que chaque matin peut être un nouveau départ, non pas pour rêver de ce que tu feras demain, mais pour te prouver à toi-même que tu es déjà en train de construire aujourd'hui et que tu dois être constant. 2. Habille-toi avec respect et laisse tes vêtements parler pour toi. Un soldat n'entre pas sur le champ de bataille sans son armure, non pas parce qu'il croit que le tissu ou le métal le rendent invincible, mais parce qu'il comprend que la façon dont il se présente fait la différence entre avancer avec assurance ou être perçu comme faible. Tu ne combats pas des guerres avec des épées, mais tu livres des batailles quotidiennes contre l'indifférence, la méfiance et le jugement silencieux de ceux qui t'entourent. Les vêtements que tu portes sont ton armure moderne, pas un ornement superficiel. Ils parlent de toi avant même que tu ouvres la bouche et révèlent clairement combien de respect tu te donnes à toi-même. S'habiller avec respect ne signifie pas dépenser des fortunes en marque ou suivre les tendances. Cela signifie choisir avec intention ce que tu portes, parce que ce que tu mets sur ta peau n'est pas indifférent. C'est un message. Quand tu t'habilles négligemment, quand tu sors dans le monde comme si rien n'importait, ce que tu reflètes est exactement cela, que rien n'importe. En revanche, lorsque tu prends soin des détails de ta présence, tu montres de la discipline, de la clarté et de l'estime de soi. Le respect de soi se projette, et le premier signe visible est la façon dont tu choisis de te présenter. Les stoïciens comprenaient que la maîtrise de soi commence à l'intérieur, mais ils reconnaissaient aussi que l'extérieur communique. La façon dont tu marches, la façon dont tu parles et les vêtements que tu choisis sont des signaux que le monde interprète immédiatement. Tu ne peux pas contrôler ce que les autres pensent, mais tu peux contrôler le message que tu envoies. S'habiller avec respect n'est pas de la vanité, c'est de la discipline. C'est te rappeler que tu n'es pas un spectateur passif de ta vie. Tu en es le protagoniste, et tout protagoniste a besoin de se montrer avec dignité. Chaque matin, en choisissant tes vêtements, tu peux tomber dans la paresse du « peu importe » ou tu peux utiliser ce moment comme un acte d'autocontrôle. Décider de t'habiller avec ordre, propreté et cohérence est construire une présence solide. C'est envoyer à ton esprit le signal que ta vie a une structure et que tu la prends au sérieux. Le désordre extérieur est presque toujours le reflet d'un désordre intérieur. C'est pourquoi changer ta façon de t'habiller est aussi commencer à changer la façon dont tu te vois toi-même. Quelqu'un qui se respecte n'a pas besoin de le crier ou de s'en vanter, il le transmet. Et les vêtements deviennent un langage silencieux que tout le monde comprend. Ce n'est pas la même chose d'entrer dans un endroit avec un aspect négligé que d'arriver avec une présence propre et solide. Tu peux ne pas prononcer un seul mot, mais ton simple entrée ouvre ou ferme déjà des portes. Le respect commence en toi, mais se multiplie lorsque les autres le perçoivent. Le 1% quotidien est aussi dans ce geste. Aujourd'hui, tu peux décider d'améliorer un détail, porter des vêtements propres, prendre soin de tes chaussures, prêter attention aux couleurs que tu choisis. Demain, tu peux avancer un peu plus, peut-être repasser ce que tu laissais auparavant froisser ou oser combiner avec plus d'ordre. Chaque petit changement construit de la discipline. Au début, cela semble insignifiant, mais avec le temps, cela devient une habitude qui renforce ton identité.
Ne sous-estime pas l'impact de cet acte. Les gens jugent vite, et même si tu veux l'ignorer, c'est la réalité du monde. T'habiller avec respect n'est pas pour plaire aux autres, c'est pour que chaque fois que tu te regardes dans le miroir, tu te rappelles que tu as de la valeur, que tu prends soin de toi et que tu te prends au sérieux. Ce reflet devient du carburant pour ta confiance, et la confiance, soutenue jour après jour, transforme ta vie. Tes vêtements parlent même quand tu te tais. Fais en sorte qu'ils disent la bonne chose. 3. Marche droit et transmets de la confiance sans mots. L'ombre d'un arbre robuste se reconnaît de loin. Il n'a pas besoin de bouger ni de parler pour imposer sa présence. Sa verticalité suffit à inspirer le respect. Il en va de même pour ta posture. Chaque fois que tu marches, le monde lit ton langage silencieux avant de t'écouter. Peu importe si tes mots sont fermes, si ton corps crie le contraire. Si tu avances voûté, avec les épaules tombantes et le regard vers le bas, tu transmets la défaite avant même d'ouvrir la bouche. Mais lorsque ton dos reste droit, ta tête haute et ton pas est ferme, tu projettes une force intérieure, une discipline et un respect de soi que personne ne peut nier. Marcher droit n'est pas une question esthétique, c'est une déclaration de qui tu es. Les stoïciens disaient que l'homme se définit par ses actes, non par ses paroles, et ta posture est un acte visible qui parle avant toi. Garder la colonne vertébrale droite et les épaules ouvertes est un rappel constant que, même si la vie est lourde, tu choisis de ne pas te plier. Cette décision physique devient une métaphore de ta force intérieure. Tu peux être fatigué, tu peux traverser des difficultés, mais ta façon de marcher montre que tu n'es pas vaincu. La discipline se construit dans des détails que beaucoup considèrent comme insignifiants. Pense à la différence entre un leader qui entre dans une pièce avec le regard haut et un autre qui arrive voûté. Avant qu'il ne prononce un mot, tu sais déjà qui respecter. Ta démarche est la première impression que tu donnes. Et il est juste qu'elle parle de quelqu'un qui se prend au sérieux. Tu n'as pas besoin de vêtements coûteux ni de discours préparés, car ta posture raconte déjà l'histoire de ton caractère. Le corps et l'esprit sont un même système. Quand tu marches avec la poitrine ouverte et la tête haute, ta respiration s'élargit, ton énergie augmente et ton esprit s'éclaircit. Ce n'est pas un hasard si la psychologie moderne démontre comment la posture affecte directement l'état émotionnel. Être voûté limite l'air et réduit l'humeur, tandis que marcher droit active la confiance et la sécurité. Ainsi, chaque pas que tu fais ne change pas seulement la façon dont les autres te perçoivent, mais aussi la façon dont tu te perçois toi-même. La clé est de le pratiquer tous les jours, dans ce 1% qui semble minime mais construit le caractère. Aujourd'hui, tu corriges ton dos pendant quelques minutes, demain tu maintiens cette fermeté plus longtemps et petit à petit, ton corps apprend à se redresser sans effort. Cela devient une habitude, et les habitudes définissent la vie. Ce qui a commencé comme un acte conscient se transforme en ta façon naturelle de bouger, et ceux qui te regardent le remarquent immédiatement. Marcher avec dignité ne signifie pas que tu ne ressens pas de peur ou de fatigue. Cela signifie que tu choisis de ne pas montrer de capitulation. Même en silence, même en solitude, ta démarche est un entraînement constant de volonté. Chaque fois que tu avances droit, tu renforces l'idée que ta valeur ne dépend pas de l'approbation externe, mais de la discipline interne. Le respect commence en toi-même, et la façon dont tu marches est le premier signe de ce respect. Fais en sorte que ton pas transmette la fermeté, que ta présence soit impossible à ignorer, que ta posture dise ce que tes mots n'ont pas encore dit, que tu es le maître de ta vie et que ta discipline ne se négocie pas. Elle ne fait que s'améliorer. 4. Prête attention aux petits détails qui révèlent qui tu es. Une montre de précision n'est pas appréciée pour ses grandes pièces, mais pour ses minuscules engrenages qui, bien que presque invisibles, sont ceux qui soutiennent tout le mécanisme. Si l'un d'eux échoue, la montre s'arrête. Il en va de même pour toi.
Les petits détails que beaucoup jugent insignifiants sont ceux qui, en réalité, définissent ta discipline, ton respect de toi-même et la manière dont le monde te perçoit. Tu peux parler de grands objectifs, de rêves ambitieux, mais si tu n'es pas capable de t'occuper des bases, ces plans s'effondrent comme des châteaux de sable. Le soin apporté aux petites choses est la preuve la plus claire de ton caractère. Des chaussures propres, une table rangée, une lettre écrite sans erreur, la ponctualité à un rendez-vous, tout cela communique plus que tu ne l'imagines. Les gens n'écoutent pas toujours tes paroles, mais ils observent toujours comment tu agis au quotidien. Les stoïciens enseignaient que la vertu se construit dans les actes quotidiens, pas dans les discours, et c'est là que les détails prennent de la valeur. Non pas parce que les autres l'exigent, mais parce qu'en les soignant, tu entraînes ton attention, ta discipline et ton respect de toi-même. Négliger les petites choses, c'est ouvrir la porte au désordre. Ce verre que tu laisses sur la table, ce courrier auquel tu ne réponds pas, cette tâche que tu repousses encore et encore sont des signes d'un esprit qui cède au chaos. Cela ne semble pas grave, mais peu à peu, ce manque de soin se multiplie et finit par se refléter dans toute ta vie. De la même manière, lorsque tu prêtes attention aux moindres détails, tu construis une habitude qui se reflète ensuite dans les grandes choses. Si tu es capable de garder ton environnement en ordre, de soigner ton apparence, de tenir tes promesses, tu seras également capable de soutenir des projets plus exigeants. La discipline est comme un muscle, et les détails sont les répétitions quotidiennes qui le renforcent. Tu n'as pas besoin d'actes héroïques pour te transformer, tu as besoin de constance dans les bases. Ce 1% quotidien se cache dans les petites choses, dans ces actions qui semblent insignifiantes, mais qui, ensemble, façonnent ton identité. Chaque fois que tu choisis de faire ce qui est juste même si personne ne te voit, chaque fois que tu corriges une erreur au lieu de la passer sous silence, chaque fois que tu nettoies ce que tu as sali, tu construis le mur de ton respect de toi-même. Les détails sont aussi une carte de visite. Tu ne parles peut-être jamais de ta discipline, mais les gens la remarquent dans la façon dont tu prends soin de ce que les autres négligent. Ta présence devient plus solide lorsque les autres perçoivent de l'ordre et de la cohérence en toi. Cela ne signifie pas que tu dois être obsédé. Cela signifie comprendre que le minimum fait partie de l'essentiel. Quelqu'un qui se permet de négliger les petites choses finira par échouer dans les grandes, tandis que celui qui prend soin des engrenages invisibles de sa vie inspire confiance et transmet solidité. L'effet domino commence là. Lorsque tu corriges un détail, ton esprit veut en corriger un autre, puis un autre encore. Soudain, ton environnement devient plus clair, ton énergie plus élevée, ton caractère plus ferme. Tu n'as pas besoin de forcer des changements gigantesques, il suffit d'agir sur les petites choses et de laisser la constance faire son travail. Cette habitude d'attention devient une discipline générale, et la discipline générale transforme ta vie. Chaque détail parle, même si tu te tais. L'état de ton bureau, la façon dont tu termines une conversation, le respect avec lequel tu traites les objets que tu utilises, tout reflète la façon dont tu te relates à toi-même. Si tu choisis de prendre au sérieux les moindres détails, tu dis que ta vie compte. 5. Bois de l'eau et garde ton esprit clair et ferme. La rivière qui coule avec force ne s'arrête pas parce que ses eaux sont pures et constantes, mais lorsqu'elle stagne, elle devient un marais qui sent l'abandon. Ton corps et ton esprit fonctionnent de la même manière. Ils ont besoin de mouvement, de propreté et de clarté, et rien ne symbolise mieux cette essence que l'eau. Boire de l'eau n'est pas seulement une nécessité biologique, c'est un acte de discipline qui relie le physique au mental. Chaque verre que tu choisis de boire est une décision consciente de rester clair, fort et concentré, car un corps déshydraté entraîne l'esprit vers la confusion et la faiblesse. Cela peut sembler un conseil trop simple, mais la vérité se trouve dans le quotidien. Beaucoup de personnes cherchent des formules magiques pour la concentration, mais oublient l'essentiel. L'eau qui circule dans ton organisme soutient ton énergie, ta résistance et ta clarté de pensée. La négliger, c'est comme essayer de courir avec un moteur sec. Tôt ou tard, il s'arrête.
En prendre soin, c'est s'assurer que ta discipline se reflète même dans l'essentiel. Les stoïciens parlaient de l'importance de s'occuper de ce qui est sous notre contrôle, et boire de l'eau est l'une de ces décisions qui dépendent uniquement de toi. La clarté mentale que tu obtiens lorsque tu hydrates ton corps ne se limite pas au biologique. Elle se traduit aussi sur le plan émotionnel. Un esprit embrouillé, fatigué et sans énergie est un terrain propice à la paresse et au manque de concentration. En revanche, lorsque ton corps reçoit ce dont il a besoin, ton esprit répond avec ordre et fermeté. C'est un rappel que les grandes réalisations ne reposent pas sur des sacrifices extrêmes, mais sur des habitudes simples et constantes qui maintiennent tout en équilibre. L'eau symbolise également la propreté. Tout comme elle purifie ton organisme, la boire avec discipline devient une métaphore de garder ta vie claire d'excès. Chaque fois que tu choisis de t'hydrater au lieu de te rendre à des boissons qui troublent ton corps, tu renforces ton respect de toi-même. Ce petit acte, répété jour après jour, fait partie de ce 1% d'amélioration qui s'accumule avec le temps. Ce n'est pas un geste vide, c'est une brique de plus dans la construction de ta forteresse. De plus, boire de l'eau régulièrement est un rappel silencieux de patience. Tu n'attends pas de résultats immédiats avec un verre, mais la constance quotidienne transforme ton corps et ton énergie. Il en va de même pour la discipline. Il ne s'agit pas de changements radicaux du jour au lendemain, mais de maintenir ce qui est juste, même si cela semble minime. Chaque gorgée est un acte de soin de soi, une déclaration que tu choisis de rester ferme plutôt que de céder à la négligence. Le 1% dont nous parlons tant se trouve même ici. Tu peux commencer par améliorer ta consommation quotidienne en remplaçant une boisson nocive par un verre d'eau, en te rappelant que cet acte simple fait également partie de ton entraînement de caractère. Cela ne semble pas grandiose, mais avec le temps, tu remarqueras comment ton énergie change, comment ton esprit se sent plus éveillé et comment ton corps répond avec plus de force. C'est un effet domino qui commence par le simple et se reflète dans tout ce que tu fais. La discipline ne se mesure pas seulement dans les grandes batailles, elle se manifeste aussi dans ce que tu décides de mettre en toi. Boire de l'eau avec respect pour ton corps, c'est comprendre que ta vie mérite la clarté, que ton esprit mérite d'être ferme, que ton énergie doit rester élevée. Cette petite habitude, si courante que beaucoup la négligent, devient un symbole de ton engagement envers toi-même et ne mesure pas le risque. 6. Dors bien et laisse ton repos se voir. Le guerrier le plus fort ne se forge pas seulement dans la bataille, mais aussi dans le calme de la nuit, lorsqu'il récupère l'énergie qui le soutiendra ensuite sur le terrain. Le repos est cette forge invisible où se reconstruisent ton corps, ton esprit et ton caractère. Bien dormir n'est pas un luxe ni une indulgence, c'est une discipline aussi nécessaire que l'exercice ou l'alimentation. Celui qui néglige le sommeil se trompe en croyant qu'il gagne du temps, alors qu'en réalité il le perd en fatigue, en désordre et en manque de clarté. Dormir de qualité est une marque de respect envers soi-même. Tout comme tu prends soin de ce que tu manges ou de ce que tu portes, tu dois aussi prendre soin des heures pendant lesquelles tu livres ton corps au silence. Ce n'est pas la même chose de fermer les yeux tard, entouré de distractions et d'anxiété, que de préparer ton esprit pour un repos profond et réparateur. Cette différence, que beaucoup considèrent comme minime, détermine ton énergie, ton humeur et ta productivité du lendemain. Le stoïcisme enseignait que nous devons vivre en harmonie avec la nature. Et la nature elle-même dicte que le repos fait partie de la vie, et non un obstacle à celle-ci. Le sommeil est un redémarrage, un recommencement. Chaque nuit, ton esprit organise ce que tu as appris, nettoie l'excès d'informations et renforce ta mémoire. Chaque muscle se rétablit, chaque cellule se régénère. Ne pas accorder d'importance au repos est comme prétendre qu'une machine peut fonctionner sans entretien. Tôt ou tard, elle rouille, se bloque et cesse de performer. Si tu veux que ta discipline perdure dans le temps, tu dois comprendre que la force ne se construit pas uniquement avec un effort conscient, mais aussi avec des pauses qui permettent de recharger l'esprit.
Bien dormir communique aussi quelque chose au monde. Un visage reposé reflète la clarté, transmet la confiance et projette le respect. Au contraire, un visage fatigué, terne et avec des cernes permanentes révèle un manque de soin. Peu importe combien de vêtements élégants tu portes ou quelles paroles tu dis, si ton corps trahit que tu ne prends pas soin de toi, ton message perd de sa force. Prendre soin du sommeil, c'est prendre soin de ta présence. Il ne s'agit pas seulement de toi, il s'agit de ce que tu transmets aux autres lorsque tu entres dans une pièce avec une énergie renouvelée plutôt qu'avec une fatigue accumulée. Le 1% quotidien est aussi ici. Tu peux commencer par de petits gestes. Éteindre l'écran avant de dormir. Choisir une heure fixe pour te reposer. Créer une ambiance adéquate dans ta chambre. Tu n'as pas besoin de rituels compliqués, juste de la constance. Chaque nuit où tu choisis de prioriser le repos, même si cela signifie laisser quelque chose en suspens, tu renforces ta discipline. Parce que prendre soin de toi n'est pas une faiblesse, c'est une stratégie. Personne ne peut soutenir de grands changements s'il n'est pas capable de donner à son corps ce dont il a besoin pour fonctionner. Les difficultés, comme l'anxiété ou la pression de la journée, interrompent souvent le sommeil, mais même là se trouve la leçon. Le repos est aussi un acte de confiance. Avoir confiance en ce que demain tu pourras continuer ce que tu n'as pas terminé aujourd'hui. Avoir confiance en ce que tu n'as pas besoin d'être en alerte permanente pour avoir le contrôle. Les stoïciens parlaient de l'importance de lâcher prise sur ce qui ne dépend pas de toi. Et peu de choses reflètent mieux cela que de fermer les yeux avec sérénité, sachant que le monde continuera à tourner pendant que tu récupères ta force. 7. Soigne-toi aussi les jours difficiles. L'orage ne change pas l'essence d'une montagne. Même si la pluie la frappe et que les vents la fouettent, elle reste ferme, projetant une solidité. C'est ainsi que devrait être ton attitude face aux jours difficiles. Rester debout, te soigner, prendre soin de ta présence, même quand à l'intérieur tu sens que tout se désordonne. La discipline ne se teste pas quand tout va bien, mais quand la fatigue, la tristesse ou le découragement essaient de te briser. Dans ces moments, ta décision de te soigner devient un acte de résistance, une façon de te rappeler que tu as encore le contrôle. Te laisser aller à la négligence parce que les choses vont mal, c'est donner au problème une victoire inutile. Les vêtements négligés, les cheveux abandonnés, le regard éteint, tout cela envoie le message que tu as abandonné avant de lutter. En revanche, lorsque tu choisis de te soigner, même si la journée est lourde, tu n'es pas superficiel. Tu envoies à ton esprit un signal de dignité. Tu lui dis que le problème n'a pas le droit de détruire ton essence, que tu restes debout malgré le chaos. Les stoïciens enseignaient à distinguer ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas. Peut-être que tu ne peux pas contrôler la difficulté que tu traverses, mais tu peux contrôler comment tu décides de te présenter face à elle. Te soigner les jours durs, c'est prendre le commandement au milieu de la tempête, c'est te rappeler que tu n'es pas une victime passive des circonstances. C'est un geste qui semble minime, mais qui fait la différence entre couler et rester ferme. Le respect de soi se mesure plus dans les jours sombres que dans les jours lumineux. Quand tu as envie de te soigner parce que tout va bien, il n'y a pas de mérite. Le vrai caractère se forge lorsque tu choisis de le faire au milieu de l'adversité. Il ne s'agit pas de paraître, il s'agit de te prouver à toi-même que ta discipline ne dépend pas de ton humeur. Que même quand tu es fatigué, triste ou démotivé, tu maintiens la cohérence de prendre soin de toi. Cet acte te redonne de la force parce qu'il transforme la faiblesse en volonté. Chaque matin difficile est une opportunité d'entraînement. Le 1% quotidien qui transforme ta vie est aussi dans ces moments où tu pourrais abandonner, mais tu ne le fais pas. Aujourd'hui, tu décides de te coiffer même si tu n'en as pas envie. Demain, tu choisis de t'habiller avec respect même si la situation est lourde. Et petit à petit, tu crées une habitude de résilience. Avec le temps, cette constance devient un bouclier invisible. Peu importe ce qui se passe à l'extérieur, ta présence reflète la discipline et cela te renforce de l'intérieur. Te soigner les jours difficiles est aussi un message au monde.
non pas parce que tu dois prouver quelque chose aux autres, mais parce que ta présence a un impact sur la façon dont on te traite et sur la façon dont on interprète ta valeur. Si tu arrives vaincu, tu recevras de l'indifférence. Si tu arrives avec fermeté, même si tu luttes à l'intérieur, tu susciteras du respect. Tu n'as pas besoin de parler beaucoup. Ton apparence seule dit déjà que tu n'as pas abandonné. Cette habitude est plus qu'une question esthétique, c'est une stratégie mentale. Chaque fois que tu choisis de prendre soin de ton apparence quand cela semble le plus difficile, tu entraînes ta capacité à rester en contrôle. Tu construis un mur contre l'autocompassion et contre le chaos émotionnel. Les jours difficiles ne cesseront pas d'exister, mais tu choisis s'ils t'écrasent ou si tu les affrontes avec dignité et pouvoir. 8. Compétition avec toi-même et célébration de chaque progrès. Le miroir ne ment jamais, il reflète ce que tu es à ce moment-là, pas ce que les autres attendent de toi, ni ce que tu rêves d'atteindre. Te regarder dedans et te reconnaître est plus précieux que toute comparaison externe, parce que ta véritable bataille n'est pas de surpasser les autres, mais de surpasser la personne que tu étais hier. La compétition avec les autres est un piège qui vole de l'énergie et empoisonne l'esprit, tandis que la compétition avec toi-même est le chemin le plus pur vers la discipline et le respect de soi. Compétition avec toi-même signifie se fixer des objectifs petits et clairs. Peut-être qu'hier tu étais inconstant dans ta routine. Aujourd'hui, tu peux la maintenir avec plus de fermeté. Peut-être que la semaine dernière, tu n'as pas respecté tes horaires. Cette semaine, tu peux être plus discipliné. Il ne s'agit pas de faire de grands bonds, mais d'assurer ce 1% quotidien qui, accumulé, finit par se transformer en une transformation profonde. Cette habitude de te pousser toi-même avec patience, mais sans concession, est ce qui renforce ton caractère. La célébration de chaque progrès est clé dans ce processus. Je ne parle pas de grandes récompenses ou de tomber dans la complaisance, mais de reconnaître que chaque pas compte. Si aujourd'hui tu t'es levé plus tôt, si tu as réussi à contrôler une impulsion, si tu as tenu ce que tu t'es promis, célèbre-le. Cette reconnaissance est un renforcement silencieux qui nourrit ta volonté. Ignorer les petites victoires te fait croire que tu ne progresses pas, mais les regarder clairement te montre que la discipline porte ses fruits. Les jours difficiles font aussi partie de cette compétition. Il y aura des jours où tu reculeras, où tu échoueras, où n'atteindras pas ce que tu espérais. C'est là que ta perspective fait la différence. Ne te compare pas aux autres pour mesurer ton échec. Regarde-toi et demande-toi si tu as au moins appris quelque chose de nouveau, si ta chute t'a donné une leçon que tu peux appliquer demain. Ce regard interne transforme chaque faux pas en partie du progrès et évite que tu le prennes comme une défaite définitive. Le monde récompense les résultats visibles, mais ta véritable victoire est dans l'invisible, dans la discipline que tous ne voient pas, dans la constance silencieuse qui construit le caractère. Compétition avec toi-même signifie accepter que le processus est plus important que la comparaison externe, que ta véritable mesure n'est pas le succès des autres, mais ta capacité à rester fidèle à tes propres engagements. Chaque jour que tu y arrives, même dans le plus petit, tu es déjà meilleur que la version précédente de toi-même. Vivre de cette façon te donne aussi la paix. La comparaison avec les autres génère de l'envie, du ressentiment et de l'anxiété, tandis que la compétition avec toi-même génère du calme, de la clarté et du respect de soi. Parce que tu sais que ton progrès est authentique, qu'il ne repose pas sur l'apparence, mais sur une croissance réelle. Cette tranquillité se reflète dans ta présence et te donne une sécurité qu'aucune validation externe ne peut égaler. Le miroir continuera à te montrer ce que tu es. Assure-toi que chaque jour, il reflète un peu plus de discipline, un peu plus de fermeté, un peu plus de respect pour toi-même. Compétition avec toi-même. Avance en silence et célèbre chaque pas. Parce que la somme de ces pas sera ce qui transformera ta vie entière et tu t'en souviendras pour toujours. La vie peut ressembler à une chaîne où chaque maillon représente une décision, une pensée ou une réaction.
Certains maillons sont solides, forgés avec discipline, tandis que d'autres se brisent facilement, rongés par le doute, la peur et la dépendance à ce que nous ne contrôlons pas. Beaucoup essaient de dominer le monde, de manipuler les circonstances et les personnes comme s'ils étaient des pièces sur un échiquier, mais négligeant l'essentiel, la capacité de se gouverner eux-mêmes. C'est la plus grande contradiction, vouloir avoir du pouvoir à l'extérieur, quand la première chose que l'on perd est le contrôle intérieur. Le stoïcisme qu'il a transmis n'était pas un ensemble d'idées pour embellir les conversations, c'était un art de vivre, une discipline qui devient un bouclier et une épée face à l'adversité. Il ne cherche pas à adoucir la dureté du monde, mais à l'affronter avec courage. Il ne prétend pas éliminer la douleur, mais t'apprendre à ne pas être esclave de celle-ci. Au lieu de promettre des chemins faciles, il montre la cruauté de la réalité, et avec elle, les outils nécessaires pour résister avec dignité. Ceux qui adoptent ces principes comprennent que la paix n'est pas un cadeau, elle se conquiert, que la force n'est pas un héritage, elle se travaille, que le but ne se trouve pas dans les attentes des autres, mais dans la cohérence quotidienne entre ce que l'on dit et ce que l'on fait. Cette vidéo ne cherche pas à divertir, elle cherche à éveiller. Tout au long de ces leçons, tu apprendras ce qu'Épictète voulait transmettre à ses disciples. Peu importe ce que tu affrontes, tu as toujours le pouvoir de décider comment réagir. Reste, parce que ce qui vient ne sont pas des mots vides, mais des clés pour vivre avec fermeté, sans te plier à ce que tu ne peux pas contrôler et sans perdre l'essence de qui tu es. Ici commence le chemin vers la liberté intérieure. 1. Vainque-toi toi-même avant de vouloir contrôler le monde. Un cavalier qui ne maîtrise pas son propre cheval ne pourra jamais contrôler la direction du troupeau. C'est l'image la plus claire de ce que signifie vouloir dominer le monde sans s'être d'abord vaincu soi-même. Car l'esprit, comme cet animal indomptable, a tendance à résister, à se laisser entraîner par les instincts, par la colère, par les désirs insatiables. Prétendre changer l'extérieur lorsque l'intérieur est en désordre est une bataille perdue dès le début. Épictète l'a bien dit. Avant d'aspirer à gouverner quoi que ce soit en dehors de toi, tu dois d'abord être maître de tes pensées et de tes émotions. Ne pas le faire, c'est comme vouloir construire un bâtiment sur des fondations pourries, tôt ou tard tout s'effondre. L'erreur la plus courante de l'être humain est de vouloir imposer un contrôle sur la réalité extérieure. Nous voulons que les gens agissent comme nous l'espérons, que les circonstances s'adaptent à nos exigences, que le monde nous obéisse. Mais la vérité est que rien de tout cela ne dépend vraiment de toi. La seule chose que tu peux gouverner avec certitude est ce qui se passe en toi. Si tu ne maîtrises pas ton caractère, tes réactions et tes passions, alors tu deviens esclave, même si tu crois être libre. Et voici la dure réalité du stoïcisme. La liberté ne se mesure pas à ce que tu possèdes ni à l'influence que tu as, mais à ta capacité à résister sans te briser, à rester ferme quand tout autour de toi cherche à t'entraîner. Se vaincre soi-même signifie affronter avec sincérité la colère, la peur, la vanité, la paresse et le besoin constant de validation. Cela signifie arrêter de blâmer l'extérieur et commencer à discipliner ce qui se passe à l'intérieur. Il est plus facile de blâmer l'environnement, l'injustice, le destin, que de se regarder dans le miroir et d'accepter que le véritable ennemi n'est pas toujours à l'extérieur, mais dans l'esprit qui ne sait pas rester calme. Épictète savait que même en tant qu'esclave, la maîtrise de soi le rendait plus libre que ceux qui se croyaient maîtres de leur vie. Pense à ceux qui cherchent le pouvoir politique, l'argent ou l'influence sans avoir de maîtrise de soi. Leur vie s'effondre entre les excès, les décisions prises par impulsion, les passions qui les transforment en marionnettes de leurs désirs. De l'extérieur, ils semblent forts, mais à l'intérieur, ils sont en ruine. C'est le destin de celui qui ne comprend pas la première leçon stoïcienne. Sans autogouvernement, tout le reste n'est qu'illusion. La vraie grandeur ne se mesure pas aux applaudissements des autres, mais à la capacité de se confronter à soi-même et de sortir victorieux.
Pour pratiquer cela dans la vie quotidienne, il ne faut ni un trône, ni des richesses. Il faut de la discipline, en se levant et en ne cédant pas à l'impulsion de la paresse, en contrôlant sa langue lorsque la colère cherche à parler avant la raison, en arrêtant le désir avant qu'il ne transforme la volonté en esclave. Ce sont de petits actes, mais ce sont des batailles internes qui, répétées jour après jour, construisent une véritable force. Se vaincre soi-même n'est pas une phrase inspirante, c'est un entraînement constant. Et seul celui qui le pratique comprend que le véritable pouvoir n'a jamais été à l'extérieur. Il a toujours été dans la maîtrise de son propre esprit. 2. Regarde à l'intérieur avant de faire un grand pas. Celui qui construit une maison sans vérifier le terrain au préalable creuse son propre désastre. C'est ainsi que vivent beaucoup de gens, prenant des décisions importantes sans prendre le temps de creuser au plus profond d'eux-mêmes. Ils changent de travail, mettent fin à des relations, déménagent, lancent des projets, puis se demandent pourquoi. Malgré le changement, ils ressentent toujours le même vide. Parce que ce que tu traînes à l'intérieur de toi te suit partout où tu vas. Tu peux modifier tout ce qui est externe, mais si tu ne t'es pas arrêté pour te connaître, il est probable que tu trébucheras à nouveau sur les mêmes pierres, mais sur des chemins différents. Épictète ne parlait pas de regarder à l'intérieur comme une excuse pour stagner, mais comme une nécessité pour agir avec clarté. Avant toute décision importante, il est nécessaire de s'arrêter et de se demander d'où vient cette impulsion. De l'insécurité, de la colère, du désir de validation. Si tu ne sais pas ce qui te motive, tu finiras par être mu par ce que tu ne comprends pas. Le stoïcisme enseigne que les décisions doivent naître d'un lieu stable, non d'émotions passagères qui aveuglent la raison. Parce que lorsque le désir guide sans réflexion, ce qui semble être un progrès peut être un recul déguisé. En pratique, regarder à l'intérieur n'est pas du mysticisme. C'est une brutalité honnête, c'est s'asseoir seul et s'observer sans fioriture. C'est avoir le courage de reconnaître que parfois tu ne veux pas avancer, tu veux juste fuir. Que parfois tu ne cherches pas à grandir, tu veux juste échapper à la douleur. Regarder à l'intérieur, c'est prendre conscience de tes véritables motivations et choisir en toute conscience, non par impulsion. Et cela n'est pas toujours agréable. Souvent, tu verras des choses que tu préférerais ignorer, des blessures qui sont toujours ouvertes, des émotions que tu n'as jamais appris à gérer, des croyances qui te sabotent. Mais ce n'est qu'en les voyant que tu peux commencer à les transformer. Le danger est de bouger sans clarté, d'agir pour agir. Parce que lorsque le bruit extérieur est plus fort que la voix intérieure, toute direction semble correcte, jusqu'à ce que tu te heurtes à une réalité que tu n'étais pas prêt à affronter. C'est pourquoi, avant de bouger, arrête-toi. Avant de parler, réfléchis. Avant de changer de cap, comprends qui tu es et ce dont tu as vraiment besoin. Il vaut mieux retarder une décision que de se lancer à l'aveuglette et de le regretter plus tard. Le monde applaudit l'action, mais il valorise rarement la pause réflexive. Cependant, c'est dans cette pause que naît la bonne direction. Regarder à l'intérieur est ce qui distingue celui qui réagit simplement de celui qui choisit avec un but. C'est ce qui permet d'avancer avec assurance et non avec l'esprit embrouillé. Il ne s'agit pas de devenir immobile, mais de bouger avec conscience. Appliquer cette leçon nécessite une pratique quotidienne. Il suffit de te demander avant chaque décision importante: est-ce que ce que je veux faire vient de mon centre ou d'une émotion mal digérée? Suis-je en cohérence avec moi-même ou essaie-je de prouver quelque chose à d'autres? Cette pause peut changer le cours de ta vie. Beaucoup de gens échouent, non pas par manque de talent, mais par manque de direction intérieure. Ils bougent sans savoir pourquoi, et lorsqu'ils s'en rendent compte, ils sont loin de ce qu'ils étaient. C'est pourquoi Épictète enseignait que se connaître soi-même n'est pas un luxe, c'est une responsabilité. Sans cette connaissance, tout le reste devient un acte improvisé. Et quand tu comprends cela, tu apprends à ne pas te précipiter, à ne pas te laisser emporter par l'urgence des résultats, par la pression extérieure, par la peur de rester en arrière. Parce que tu sais qu'avant de faire un pas à l'extérieur, tu dois te trouver à l'intérieur. 3.
Pratique la tempérance et apprends à dire stop. Une lampe ne s'éteint pas parce qu'elle manque de feu, elle s'éteint parce que personne n'a su réguler son huile. Il en va de même pour ceux qui se consument au milieu de leurs propres excès. Ils ne tombent pas par manque d'opportunité, ils tombent parce qu'ils ne savent pas quand s'arrêter, parce qu'ils ne comprennent pas que le véritable équilibre ne réside pas dans le fait d'avoir plus, mais de savoir combien est suffisant. La tempérance n'est pas une vertu décorative, c'est le frein qui empêche que ce que tu désires finisse par te dévorer. Épictète enseignait qu'il n'y a rien de plus dangereux que de se laisser gouverner par des plaisirs sans mesure. Non pas parce que le plaisir en soi est mauvais, mais parce que lorsqu'il devient une nécessité, il te rend dépendant. Et une personne dépendante perd sa liberté, sa volonté et, avec le temps, sa dignité. Le problème n'est pas de profiter de la vie, le problème est de ne pas savoir s'arrêter. Manger jusqu'à en être rassasié, chercher constamment de l'attention, remplir ses journées de distraction, accumuler sans but, vivre saturé de stimuli, et pourtant ressentir un vide de plus en plus grand. C'est là le piège des excès. Pratiquer la tempérance, c'est avoir le courage de dire « stop ». C'est résister à l'urgence de tout avoir, de le vouloir tout de suite, de ne pas supporter le silence ou l'inconfort. C'est regarder le verre à moitié plein et ne pas se précipiter pour le remplir simplement par peur de manquer. Il ne s'agit pas de se réprimer ou de vivre avec culpabilité. Il s'agit de choisir en toute conscience. La tempérance ne punit pas, elle protège. Elle protège ton énergie, ta clarté mentale, ta capacité à décider sans être enchaîné à ce que tu désires. Beaucoup pensent que vivre avec tempérance est ennuyeux. Ils le disent parce qu'ils ne l'ont jamais pratiqué. Ils ne comprennent pas que c'est précisément la maîtrise de soi qui permet de profiter plus intensément. Quand tu n'as pas besoin, tu choisis. Quand tu n'es pas dominé, tu savoures sans anxiété. Quand tu sais dire stop, chaque expérience a plus de valeur, pas moins. La vie quotidienne est conçue pour te tenter, pour que tu ne t'arrêtes pas, pour que tu consommes, te distrais, achètes, poursuives, compétitionnes. Dire stop dans un monde comme celui-ci est un acte de rébellion. Et c'est aussi une déclaration de pouvoir, parce que celui qui sait s'arrêter montre qu'il n'est pas esclave de ses désirs. C'est ce type de force que le stoïcisme cultive. Pas la force de celui qui fonce tête baissée, mais celle de celui qui se retient avec intention. Appliquer cette leçon commence par t'observer. Combien de fois manges-tu sans avoir faim? Parles-tu sans nécessité? Acceptes-tu ce que tu ne veux pas, simplement parce que tu ne sais pas dire non? Combien de fois te surcharges-tu de tâches qui n'ont pas d'importance ou te laisses-tu emporter par des impulsions qui te pèsent ensuite? Chacune de ces fois est une occasion d'exercer la tempérance. Et ce n'est pas facile. Dire stop quand le corps en veut plus, quand l'environnement fait pression, quand tout te crie de continuer, c'est un acte de caractère. Mais si tu le répètes, si tu t'entraînes, tu commences à construire une vie plus ordonnée, plus légère, plus consciente. Tu commences à maîtriser ce que tu consommes, ce que tu acceptes, ce que tu donnes. Épictète n'avait ni richesse ni luxe, mais il avait la paix. Parce qu'il a compris que celui qui a le moins besoin est celui qui possède le plus. C'est là la paradoxe que la plupart ne comprennent pas. Plus tu contrôles tes désirs, plus tu es libre. Et quand tu es libre, tu n'as plus besoin de te remplir de tout pour te sentir complet. Tu apprends à vivre avec ce qui est juste, et à partir de là, tu peux commencer à vivre avec sens. La tempérance n'est pas une faiblesse. C'est une force silencieuse qui te soutient lorsque le reste du monde déborde. 4. Reste humble pour toujours apprendre. La coupe qui croit être pleine ne reçoit plus d'eau, elle stagne, elle pourrit. C'est ainsi que se comporte celui qui est convaincu qu'il en sait assez, qu'il a atteint une sorte de sommet d'où il peut regarder les autres de haut. L'ego, lorsqu'il est gonflé, devient un bandeau qui couvre les yeux, et avec le temps, il ne t'empêche pas seulement de voir les autres, mais aussi de te voir toi-même avec honnêteté. L'humilité, en revanche, maintient l'esprit ouvert, en mouvement, prêt à grandir, à se tromper et à recommencer sans honte.
Épictète, bien qu'il fût un maître, ne se considérait jamais comme sage. Il disait qu'il continuait à apprendre, que chaque jour était une occasion de revoir ses pensées, ses jugements, ses émotions. Il ne prêchait pas depuis un piédestal, mais depuis le sol, aux côtés de ceux qui luttaient également pour se comprendre, pour se surpasser, pour vivre mieux. C'est là la vraie grandeur, non pas celle de celui qui enseigne de loin, mais celle de celui qui s'implique avec humilité dans son propre apprentissage continu. L'humilité n'est pas de baisser la tête devant n'importe qui ni de se dévaloriser, c'est de reconnaître qu'il y a toujours quelque chose à améliorer, que personne n'est à l'abri de l'échec, que même dans la critique, il y a des leçons si on sait écouter. L'arrogance vexe lorsqu'on le corrige. L'humilité remercie parce qu'elle sait que c'est là que se trouve la croissance. L'arrogant croit qu'il est arrivé. L'humilité comprend qu'elle est toujours en chemin. Vivre avec humilité, c'est résister à ce besoin constant d'avoir raison. C'est accepter que tu ne sais pas tout, que tu peux changer d'avis, que tu peux apprendre même de celui qui semble en savoir moins. L'orgueil construit des murs, l'humilité construit des ponts. Et ces ponts ne se connectent pas seulement avec les autres, ils se connectent aussi avec des parties de toi que tu n'avais pas voulu regarder. Aujourd'hui, nous vivons à une époque où l'apparence du savoir est récompensée. Tout le monde a une opinion, tout le monde corrige, tout le monde pense avoir la réponse. Mais peu de gens prennent vraiment le temps d'écouter et de dire « je ne sais pas », de poser des questions sans honte, de s'entourer de personnes qui les défient plutôt que de simplement les applaudir. Cela demande du caractère, car il est plus confortable de s'entourer d'admirateurs que de mentors, plus confortable de répéter ce que tu sais déjà que de te confronter à ce que tu ne comprends pas. Pour cultiver l'humilité dans la vie quotidienne, il suffit de changer d'attitude face aux erreurs. Au lieu de les justifier ou de les cacher, regarde-les en face. Pose plus de questions, écoute plus, accepte quand quelqu'un a un meilleur point que le tien. Et surtout, ne cesse jamais de lire, d'observer, de te questionner. Parce que celui qui cesse d'apprendre devient rigide. Et ce qui est rigide se brise au premier coup. Être humble n'est pas une faiblesse, c'est une force dans sa forme la plus élégante. C'est pouvoir dire « je me suis trompé » sans que cela te détruise. C'est demander de l'aide sans te sentir moins. C'est partager ce que tu sais sans avoir besoin de te vanter. Épictète nous a enseigné qu'il n'y a pas de vertu sans connaissance de soi, et qu'il n'y a pas de connaissance de soi sans humilité. Parce que seul celui qui descend du piédestal peut se voir clairement. Lorsque tu décides de vivre avec humilité, tu n'as plus besoin de concurrencer les autres, seulement toi-même. Et c'est là que la croissance devient réelle. Tu cesses de te voir comme quelqu'un de fini et tu commences à te voir comme une œuvre en constante construction. Et cela, bien que beaucoup ne le comprennent pas, est une forme de pouvoir. Parce que celui qui continue à apprendre, continue à avancer. Et celui qui continue à avancer n'est jamais vaincu. Reste humble, non pas pour plaire, mais pour pouvoir évoluer sans limite et atteindre tes objectifs. 5. Vis guidé par des principes fermes, non par des impulsions. Un bateau sans gouvernail ne navigue pas, il se laisse porter par le courant. Il peut bouger, oui, mais il n'avance pas. Il flotte seulement au hasard, vulnérable à chaque tempête. Ainsi vit celui qui n'a pas de principe. Il agit parce que quelque chose le pousse, parce que quelqu'un le convainc, parce qu'une émotion l'entraîne. Et puis, il se demande pourquoi il finit encore et encore au même endroit. Peu importe combien de connaissances tu as ou combien de rêves tu te proposes, si tu n'es pas guidé par des principes fermes, tout ce que tu fais sera fragile. Les émotions changent, l'environnement change, mais les principes, s'ils sont vrais, restent. Épictète a été clair. Il enseignait qu'il n'y a pas de vie vertueuse sans direction interne. Il disait que l'être humain doit agir à partir de la raison, non à partir de l'émotion débordante. Que chaque décision doit passer par le filtre de la cohérence, du devoir, du respect de soi. Parce que ce que tu fais dans tes pires jours définit plus qui tu es que ce que tu fais quand tout est en ta faveur. Les principes ne sont pas des ornements moraux,
Ils sont des lignes invisibles qui séparent l'homme qui se tient debout de celui qui se brise sous la pression. Aujourd'hui, beaucoup confondent l'impulsion avec l'authenticité. Ils croient que faire ce qu'ils ressentent sur le moment, c'est être libre, que se laisser emporter, c'est vivre intensément. Mais la vérité est que l'impulsivité n'est pas la liberté, c'est l'esclavage. C'est vivre comme une feuille dans le vent, sans direction, sans but, sans racine. Agir à partir de l'émotion peut sembler bon au début, mais tôt ou tard, cela entraîne des conséquences qui t'obligent à payer un prix plus élevé que tu ne le pensais. Vivre avec des principes ne signifie pas devenir rigide ou éteint, cela signifie savoir quand parler et quand se taire, quand agir et quand attendre, quand défendre quelque chose et quand le lâcher. C'est avoir un code interne qui ne se vend pas pour des applaudissements et qui ne se brise pas sous les menaces. Parce que quand tu sais qui tu es et en quoi tu crois, tu n'as pas besoin de le prouver, tu le reflètes dans chaque décision. Tu n'as pas besoin de crier tes valeurs au monde, tu as besoin de les vivre. Être ferme quand tout invite à céder. Être honnête quand mentir semble plus facile. Être juste quand l'injustice est la norme. Les principes sont testés au quotidien, dans ce que tu choisis quand personne ne regarde, dans ce que tu fais quand tu pourrais t'en sortir, mais que tu décides de faire ce qui est juste. Cela s'entraîne. Cela n'apparaît pas du jour au lendemain. Commence par t'observer. Demande-toi si ce que tu fais est cohérent avec ce que tu dis défendre. Demande-toi si tu cèdes à la colère, à l'envie ou au besoin d'approbation. Demande-toi si tes décisions reflètent ce que tu es ou si tu réagis simplement. Chaque jour te donne une nouvelle opportunité de réaffirmer ou de trahir tes principes. Et chaque choix construit ton caractère, pour le meilleur ou pour le pire. Épictète ne parlait pas de la théorie. Il a été mis à l'épreuve de nombreuses fois. Il a vécu comme un esclave, a été expulsé de Rome, a affronté le mépris des puissants, et pourtant il n'a jamais dévié de ce qu'il croyait juste. Parce qu'il comprenait que celui qui vit selon des principes n'est jamais vraiment désavantagé. Il peut perdre ce qui est externe, mais il conserve quelque chose que personne ne peut lui enlever, son intégrité. Vivre ainsi ne te rend pas parfait, ça te rend fort. Et dans un monde où beaucoup se vendent pour le confort, pour l'acceptation ou par peur, rester ferme est un acte de courage. C'est construire une vie qui ne dépend pas des conditions, mais de tes décisions. Si tu vis guidé par des principes, alors rien ni personne ne peut te sortir de ton chemin. 6. Accepte ce qui n'est pas sous ton contrôle. Il y a des tempêtes qui, peu importe combien tu cries ou supplies, ne s'arrêteront pas. Tu peux fermer les fenêtres, renforcer les portes, protéger ce qui est à ta portée, mais tu ne peux pas arrêter la pluie. Et il en va de même dans la vie. Il y a des situations, des personnes, des décisions qui échappent complètement à ton contrôle. Serrer les dents ou t'épuiser mentalement ne fera pas changer les choses. Ce que tu peux changer, c'est ta façon de faire face à cette tempête. C'est la base de la véritable force. Accepter ce que tu ne contrôles pas pour te concentrer sur ce que tu peux. Épictète a été catégorique à ce sujet. Ce n'est pas sage celui qui comprend à moitié. C'est sage celui qui reconnaît sans se plaindre ce qui est hors de son pouvoir. Car cette acceptation n'est pas de la résignation, c'est de la clarté. Savoir distinguer ce qui est entre tes mains de ce qui ne l'est pas t'épargne des souffrances inutiles. Parfois, on souffre plus de la résistance que du fait en lui-même. Tu te bats contre l'inévitable, tu te disputes avec le passé, tu essaies de convaincre ceux qui ne veulent pas écouter, et tu finis épuisé, frustré, sans paix. Accepter ne signifie pas se rendre, cela signifie rediriger l'énergie. As-tu perdu quelque chose? Tu ne peux pas l'éviter, mais tu peux décider comment te relever. Quelqu'un t'a trahi? Tu ne peux pas contrôler ses actes, mais tu peux choisir si tu restes attaché à cette douleur. Un objectif n'a pas été atteint comme tu l'espérais. Tu ne peux pas remonter le temps, mais tu peux ajuster ton chemin. Tout cela est du pouvoir à l'état pur, le pouvoir d'arrêter de gaspiller ta force en te battant avec des fantômes. Celui qui accepte la réalité telle qu'elle est n'est pas passif,
Il est stratégique, car de l'acceptation naît l'action intelligente. Il ne s'agit pas de permettre des abus ou de croiser les bras. Il s'agit de voir les choses telles qu'elles sont, pas comme nous voudrions qu'elles soient. De là, de cette vision sans filtre, commence le véritable mouvement. Le problème est que l'on nous a appris que accepter c'est perdre, que si tu ne contrôles pas, tu es faible. Mais c'est l'inverse. Il est plus facile de crier au monde que de garder le silence et de travailler sur ce qui dépend de toi. Il est plus facile de rejeter la faute que d'assumer ta part. Il est plus facile de se victimiser que de se réorganiser à l'intérieur et d'avancer. C'est pourquoi accepter est un signe de maturité, de tempérament, de lucidité. S'entraîner à cette attitude commence par de petites choses. Lorsque quelqu'un agit de manière injuste, au lieu de réagir avec une colère automatique, répète-toi « Cela ne dépend pas de moi ». Lorsque les choses ne se passent pas comme prévu, change la question de « Pourquoi moi ? À que puis-je faire maintenant avec ce que j'ai ?» Ainsi, peu à peu, le chaos perd son pouvoir sur toi. La liberté naît lorsque tu comprends que tout ne peut pas être changé, mais que tu peux changer la façon dont tu y fais face. Cette différence transforme des vies, parce que pendant que d'autres continuent à se battre avec la réalité, tu avances déjà avec intelligence, avec calme, avec direction. Épictète a perdu beaucoup de choses. Il a été exilé, ridiculisé, contraint de vivre avec peu. Et pourtant, il ne s'est jamais montré brisé. Parce que sa paix ne venait pas de ce que le monde lui offrait, mais de sa capacité à décider comment y faire face. Cela ne fait pas de lui un héros inaccessible, mais un exemple pratique. Si lui a pu maintenir sa dignité face au rejet et au dénuement, tu peux aussi le faire dans ta vie de tous les jours. Accepter ce que tu ne contrôles pas est une forme de respect envers toi-même. C'est arrêter de vivre à la merci de l'incertain. C'est te tenir debout, au milieu du chaos, sans perdre l'équilibre. C'est regarder la tempête sans peur, sachant que même si tu ne peux pas t'arrêter. 7. Trouve le bonheur dans le présent, pas dans les désirs futurs. Beaucoup vivent comme s'ils avaient une corde attachée au cou qui les tire toujours vers l'avant, incapables de s'arrêter une seule seconde. Ils supposent que la plénitude se trouve dans le prochain accomplissement, dans le prochain amour, dans la prochaine reconnaissance. Ils ne respirent pas. Ils ne se permettent pas de se reposer, parce qu'ils supposent que le bonheur est un but qui n'est atteint qu'après avoir tout accompli. Mais c'est l'illusion la plus épuisante, parce qu'il manque toujours quelque chose. Il y a toujours une raison de reporter le bien-être, comme si c'était une récompense pour ceux qui ne s'arrêtent jamais. Épictète, qui a vécu sans richesse, sans position sociale, sans confort, a compris quelque chose que beaucoup mettent une vie à apprendre. Le bonheur ne dépend pas de ce qui se passe à l'extérieur, mais de ce que tu choisis à l'intérieur. Il disait que si tu ne trouves pas la sérénité avec ce que tu as maintenant, tu ne la trouveras pas non plus quand tu auras plus. Parce que le désir sans frein est une prison déguisée en ambition. Plus tu désires, moins tu vois. Plus tu poursuis, moins tu habites. Et le pire, c'est que cette mentalité se déguise en effort, en dépassement, en soif de croissance. Mais ce n'est pas de la croissance, c'est de l'anxiété chronique. Parce qu'elle ne part pas d'une vision claire, elle part d'une idée inconsciente de manque. Je ne suis pas encore assez. Je ne peux pas être en paix encore. Je ne mérite pas de profiter encore. Et ce « encore » s'étend jusqu'à la fin, jusqu'à ce que tu te rendes compte que tu as vécu en attendant et non en vivant. Le bonheur n'est pas un luxe pour quand tout va bien. C'est un muscle qui se forme en apprenant à voir ce qui fonctionne, ce qui t'entoure, ce qui est à ta portée. Il ne s'agit pas d'ignorer les problèmes, ni de nier les rêves. Il s'agit de ne pas mettre ta paix en otage d'un résultat incertain. Le monde est plein de gens qui ont tout et vivent vides, et aussi de personnes avec peu qui marchent avec une tranquillité que beaucoup envient. La différence réside dans l'endroit où ils mettent leur attention, pas dans ce qu'ils possèdent. Pratiquer cette vision implique de s'arrêter, ralentir, observer, écouter, être complètement dans une conversation sans penser à la suivante, manger sans le téléphone à la main, marcher sans l'esprit pris dans ce qui manque.
remercier sans besoin d'une raison extraordinaire. Ce sont des détails qui semblent insignifiants, mais qui ajoutent de la vie réelle, pas une vie imaginée. L'un des plus grands pièges modernes est de croire que tout doit s'améliorer pour que nous puissions aller bien. Cette pensée te condamne à être toujours insatisfait. Parce que quand arrivera ce que tu attends tant, tu désireras déjà la suite. Le but se déplace, le besoin se réinvente, et ta paix s'éloigne. Épictète insistait sur l'entraînement de l'esprit pour rester ferme, même lorsque tout autour change. Parce qu'il comprenait que l'environnement sera toujours incertain. La seule chose sûre est ta façon de le regarder. Et si tu entraînes ce regard, tu peux trouver la sérénité même au milieu du désordre. Fais une vraie pause. Demande-toi si aujourd'hui tu peux te sentir complet sans dépendre de cet objectif qui n'est pas encore arrivé. Si tu peux voir de la valeur dans ta journée sans qu'il ne se passe rien d'extraordinaire. Si tu peux trouver un moment de silence et en profiter sans hâte. Si la réponse est non, tu as besoin d'ajuster ton point de vue. Parce que la plénitude ne t'attend pas ailleurs. Elle est déjà présente. Tu n'as juste pas voulu la regarder en face. Quand tu apprends cela, tu arrêtes de mendier des émotions. Tu vis depuis la solidité. Et tout ce qui arrive après n'est plus un besoin désespéré, mais un complément. 8. Déclare qui tu veux être et agis chaque jour en cohérence. Un sculpteur n'attend pas que la pierre se moule d'elle-même. Il ne s'assoit pas devant le bloc en attendant de voir ce qu'il deviendra avec le temps. Il prend le ciseau et frappe, jour après jour, guidé par une idée claire de ce qu'il veut révéler. Ta vie devrait être ainsi. Il ne s'agit pas d'attendre que le caractère se forme par accident ou que les circonstances te définissent. Il s'agit de décider, avec force et sans détour, qui tu veux être. Et ensuite agir en conséquence, même quand personne ne regarde, même quand c'est inconfortable, même quand c'est difficile. Épictète ne parlait pas de devenir une idée idéalisée de vertu. Il parlait d'avoir une clarté sur le type de personne que tu souhaites construire et de t'engager dans ce processus. Non pas avec des mots vagues ou des intentions passagères, mais avec des actions concrètes et cohérentes. Car il ne sert à rien de dire que tu cherches l'intégrité si tu trahis tes valeurs quand cela t'arrange. Peu importe combien de livres tu lis, si tu ne vis pas en cohérence avec tes principes, tout devient un discours vide. Ce monde est plein de gens qui prétendent être quelque chose, mais agissent autrement. Des personnes qui prêchent le respect et vivent avec mépris, qui exigent la justice et piétinent ceux qui sont à leur côté, qui parlent d'authenticité et se cachent derrière des masques. Déclarer qui tu veux être n'est pas une phrase inspirante à écrire sur un papier. C'est une affirmation d'engagement. C'est te lever chaque jour avec la décision ferme de ne pas te trahir. Et oui, tu vas échouer, tu vas dévier, tu vas sentir que tu recules. Mais si ton intention est ferme et que tes actions cherchent à s'aligner, tu avances. Parce qu'il ne s'agit pas de perfection, il s'agit d'intégrité. La cohérence n'est pas toujours confortable. Parfois, elle t'oblige à dire non quand tout le monde dit oui. Parfois, elle te laisse seul, loin du bruit, loin de l'approbation facile. Mais elle te donne aussi une tranquillité d'esprit inestimable. Savoir que tu ne te dois pas d'excuses à toi-même, que tu n'as pas eu à sacrifier ta dignité pour appartenir ou pour plaire, cela te donne une force que personne ne peut t'enlever. Pose-toi une question précise. Si ta vie était un film muet, sans explication, sans justification, comprendrait-on qui tu es simplement parce que tu fais ? Ou tes actions contredisent-elles tes paroles? C'est une façon brutale, mais honnête, de mesurer ta cohérence, et pas pour te blâmer, mais pour corriger le cap. Épictète enseignait que nous ne devons pas agir en fonction de ce que nous ressentons à l'instant, mais en fonction du type de personne que nous avons décidé d'être. Si tu as choisi d'être quelqu'un de juste, tu n'agis pas avec justice seulement quand c'est facile. Si tu as décidé d'être discipliné, tu ne bouges pas seulement quand tu es motivé. C'est vivre avec un but, c'est prendre le contrôle. Déclare qui tu veux être. Écris-le si nécessaire. Lis-le chaque matin. Et ensuite aligne tes paroles, tes choix, tes habitudes, tes limites. Parce que chaque décision ajoute ou soustrait à cette identité.
Tu ne peux pas devenir quelqu'un d'intègre si chaque jour tu agis dans la direction opposée. Tu ne peux pas réclamer le respect si tu te trahis toi-même. Ce monde n'a pas besoin de plus de discours. Il a besoin de plus de personnes qui vivent en cohérence, qui n'ont pas besoin de s'expliquer parce que cela se voit, qui ne dépendent pas de la croyance des autres en eux, parce que leur façon d'agir est leur plus grande déclaration. Et si tu décides d'être l'une de ces personnes, alors chaque jour cessera de se sentir comme une improvisation et commencera à se sentir comme une œuvre bien construite, avec intention, avec vérité, avec caractère. Sais-tu ce qui a plus d'impact que n'importe quel discours motivant? Le changement qui se remarque sans que tu dises un seul mot. Lorsque tu décides de te reconstruire dans le silence, sans applaudissements ni témoins, tu commences à générer une présence qui ne peut être feinte. Tu n'as pas besoin de crier que tu as changé, car ton énergie parle d'abord. Et c'est ce que la plupart ne comprennent pas. Alors que beaucoup sont là-bas à se vendre, tu es ici à te cultiver. Alors qu'ils cherchent de l'attention, tu forges ton propre respect. Alors qu'ils se battent pour la validation, tu te perfectionnes en silence. Mais ne te trompe pas. Ce n'est pas du mysticisme bon marché, ni des phrases d'auto-assistance vides. C'est une décision ferme, presque brutale, de te reconstruire depuis les fondations. Et ce n'est pas facile. Car pour vraiment changer, il faut perdre des versions de toi que tu as autrefois aimées, lâcher des excuses qui te réconfortaient et arrêter d'attendre que le monde te donne la permission. Il n'y a pas de raccourcis ici. Il y a de la discipline. Il y a de l'intention. Et il y a un respect si profond pour toi-même que tu es obligé de ne pas rester où tu es. Il ne s'agit pas d'esthétique vide, il s'agit de présence. Il ne s'agit pas de paraître fort, il s'agit d'être fort. Il ne s'agit pas de bien parler, il s'agit de marcher avec clarté. Et cela ne peut être accompli qu'avec un travail interne, avec concentration, avec des décisions quotidiennes que personne ne voit, mais que tu connais. Parce qu'au final, celui qui se transforme vraiment ne cherche pas à être vu, il cherche à être en paix. Maintenant, je vais te le dire clairement, si tu attends de la motivation externe, ce n'est pas ton moment. Mais si tu es prêt à faire taire le bruit, à regarder à l'intérieur et à transformer ton reflet depuis la racine, alors reste. Parce que ce qui vient n'est pas pour se montrer, c'est pour se soutenir. Tu vas apprendre à reprendre le contrôle de ton énergie, de ton apparence et de ta présence sans mendier de l'attention, sans demander la permission et sans te perdre en chemin. Cela commence ici, dans le silence, avec force, avec conscience, avec un stoïcisme réel. 1. Éteins les voix qui flétrissent ton reflet. Imagine que ton esprit est un miroir propre à l'aube, un reflet clair, intact, qui montre qui tu es vraiment. Mais tout au long de la journée, des gouttes d'eau sale commencent à tomber, des mots étrangers, des jugements, des comparaisons, des attentes. Petit à petit, ce miroir se ternit, se salit, et il arrive un moment où tu ne te vois plus. Tu ne vois que ce que les autres projettent sur toi. Et alors tu te demandes pourquoi tu te sens perdu, pourquoi tu ne te reconnais plus quand tu te regardes dans le miroir. Le problème n'est pas dans le reflet, il est dans les voix qui l'ont contaminé. Chaque fois que tu permets que les opinions des autres pèsent plus que ton jugement, tu cèdes de l'espace à cette saleté mentale. Chaque fois que tu te définis par ce que disent les autres, tu t'éteins un peu plus. Il y a des gens qui ne parlent pas pour t'aider, ils parlent pour te réduire, pour te faire douter, pour te maintenir à leur niveau. Et si tu n'as pas le caractère pour filtrer ce que tu entends, tu finis par traîner des idées qui ne t'appartiennent pas. Tu finis par croire que tu n'es pas assez, que tu es en retard, que tu ne mérites pas, que tu as besoin de changer pour plaire, alors qu'en réalité, tu as juste besoin de te déconnecter du bruit. Ce n'est pas du romantisme, c'est de la survie. Parce qu'il y a des voix qui flétrissent. Il y a des commentaires qui, si tu les laisses entrer, prennent racine et deviennent des limites. Le premier acte d'amour-propre réel n'est pas de bien s'habiller, ni de se regarder dans le miroir avec des affirmations vides.
C'est d'apprendre à fermer la porte à ceux qui ne savent que contaminer ta perception. La discipline commence là, à t'entraîner à ne pas absorber tout ce que tu entends, à comprendre que toutes les opinions ne valent pas, que tout le monde n'a pas l'autorité pour te dire qui tu es. Beaucoup de gens vivent en mode automatique, réagissant à chaque critique, modifiant leur comportement pour plaire, collectionnant la validation comme si c'était de l'oxygène. Mais celui qui veut vraiment se transformer doit rompre ce cycle. Tu ne peux pas te polir si tu es collé au jugement de ceux qui n'ont jamais fait le travail de se regarder à l'intérieur. Tu ne peux pas avancer si tu portes les étiquettes que d'autres t'ont collées par commodité ou par ignorance. Tu dois faire taire ces voix, pas avec des cris ou des confrontations inutiles, mais avec présence, avec une transformation si claire qu'il n'y a plus de place pour le doute. N'explique rien, ne justifie rien. Commence simplement à travailler sur toi avec un tel engagement que les critiques sonnent comme des échos lointains sans pouvoir. Les gens vont donner leur avis quoi que tu fasses. Alors laisse-les donner leur avis pendant que tu construis. Laisse-les parler pendant que tu guéris. Laisse-les juger pendant que tu nettoies ton reflet. Le silence est aussi un langage. Et quand il est ferme, quand il naît d'un processus réel, il peut devenir plus fort que n'importe quel mot. Ton reflet se nettoie lorsque tu apprends à choisir ce qui entre dans ton esprit, lorsque tu décides que tu ne laisseras plus le bruit des autres dicter le volume de ta vie. Si tu dois disparaître un moment pour te revoir clairement, fais-le. Si tu dois couper des liens pour retrouver ton centre, fais-le. Si tu dois décevoir les autres pour arrêter de te trahir, fais-le aussi. Tu n'es pas ici pour porter les voix des autres, tu es ici pour retrouver la tienne. Celle que tu as oubliée, celle qui te fait avancer, celle qui te dit à voix basse, continue, tu n'as pas encore montré la moitié de ta lumière. Mais pour que cette voix ressurgisse, tu dois éteindre celle qui flétrisse. Et une fois que tu l'as fait, le reflet s'éclaircit. Non pas parce que le monde a changé, mais parce que tu es enfin revenu à toi. 2. Ferme la fenêtre au bruit extérieur et reviens à toi-même. Il y a des gens qui vivent avec les fenêtres ouvertes toute la journée, laissant entrer la poussière, la fumée, les voix de la rue et même le jugement de ceux qui ne connaissent même pas leur histoire. Avec le temps, la maison devient inhabitable. Ce n'est plus un refuge, c'est une extension du chaos extérieur. Il en va de même pour l'esprit. Si tu n'apprends pas à fermer la fenêtre au bruit extérieur, tu finis par vivre dans un espace qui n'est pas le tien, rempli d'idées empruntées, d'exigences que tu n'as pas choisies et de normes qui ne te représentent pas. Et puis tu te demandes pourquoi tu es fatigué, confus, déconnecté. Parce que tu ne t'habites pas, tu survis au milieu de ce que les autres ont laissé entrer. Il y a trop de gens qui donnent leur avis, trop de contenu qui distrait, trop d'attentes sur la façon dont tu devrais être, t'habiller, agir, progresser. Chaque voix que tu écoutes sans filtre est une petite invasion de ton intimité mentale. Le silence n'est pas seulement l'absence de bruit, c'est la récupération de l'espace intérieur. Et pour y parvenir, tu dois commencer à poser des limites. Tu ne peux pas construire une vie cohérente si chaque jour tu reçois des opinions qui contredisent ce que tu sais déjà. Tu ne peux pas garder ton énergie propre si tu permets à n'importe quoi d'entrer simplement pour ne pas sembler distant. Il y a des moments où la distance n'est pas de la froideur, c'est de la protection. Ferme la fenêtre. Ne laisse plus entrer le bruit. Tu n'as pas besoin de savoir ce que tout le monde pense. Tu n'as pas à consommer la vie des autres comme si c'était un miroir de ce qui te manque. Chaque seconde que tu passes à te soucier de l'extérieur est du temps que tu perds à te connaître. Quand a été la dernière fois que tu as été avec toi sans interruption? Quand a été la dernière fois que tu t'es vraiment écouté sans l'écho de ce qu'on attend de toi? Si tu ne peux pas répondre à cela, il est temps de revenir à toi. Le monde veut que tu sois disponible, divertissant, distrait, mais celui qui se transforme vraiment apprend à disparaître. Apprend à dire non, à fermer les réseaux, à éteindre le téléphone, à ne pas répondre pendant un moment. Non par arrogance, mais par nécessité. Tu récupères ta maison, tu nettoies ton espace, et cela ne se fait pas si tu es ouvert à tout. Celui qui ne met pas de filtre se contamine.
Et ensuite, il finit par agir par inertie, désirant ce dont il n'a pas besoin, imitant ce qui ne le représente pas, vivant une vie qui n'est pas la sienne. Revenir à soi est une pratique quotidienne. Ce n'est pas t'isoler du monde, c'est te reconnecter à ce qui compte. C'est prendre des décisions conscientes sur ce que tu vois, ce que tu entends, ce que tu permets d'entrer. C'est choisir avec quoi tu nourris ton esprit, ton corps, ton énergie. Et pour cela, il faut apprendre à fermer des portes. Parfois, cela implique de s'éloigner des personnes qui te distraient plus qu'elles n'ajoutent. D'autres fois, cela implique d'arrêter de suivre des comptes, d'arrêter de répondre à des messages qui n'apportent rien, d'arrêter de chercher des stimuli qui ne font que t'endormir. Parce que plus tu construis de silence à l'intérieur, plus la clarté commence à émerger. Et avec la clarté vient la direction. Il y a ceux qui te traiteront d'égoïste pour te prioriser, de froid pour te déconnecter, d'étrange pour vouloir la paix. Laisse-les. Celui qui ne connaît pas le chaos interne ne comprend pas la valeur du silence. Tu n'es pas venu pour plaire, tu es venu pour grandir. Et cette croissance ne se crie pas, elle se cultive. Ferme la fenêtre au bruit extérieur et reste avec toi. Apprends à apprécier ta propre compagnie, ton propre processus, tes propres silences. Parce que c'est dans cet espace intime que se forge la présence réelle. Pas celle qui cherche l'approbation, mais celle qui transmet le respect sans avoir à parler. Et quand cela se produit, tu n'as plus besoin d'être validé parce que tu es revenu à toi. Et cela, personne ne peut te l'enlever. 3. Sculpte ton corps comme un acte de respect silencieux. Un sculpteur ne crie pas pendant qu'il travaille, il ne fait pas de bruit, ne se vante pas, ne cherche pas l'attention. Il prend simplement le bloc brut, visualise ce qu'il y a à l'intérieur et commence à sculpter. Jour après jour, coup après coup, millimètre par millimètre. Le marbre ne se transforme pas en art, avec précipitation ou avec des mots. Il se transforme avec intention, avec discipline, avec cette force silencieuse qui n'a pas besoin de témoins. Ainsi doit être le processus avec ton corps. Non pas comme une punition, non pas comme une obsession, mais comme une forme de respect. Car habiter un corps fort, propre et soigné n'est pas de la vanité. C'est une déclaration silencieuse que tu es éveillé, présent et engagé envers toi-même. Il y a quelque chose de profondément puissant à travailler ton corps sans l'annoncer. À aller à la limite, sans le publier, sans te comparer, sans attendre que personne ne l'apprécie. Parce que tu ne le fais pas pour les autres, tu le fais pour toi. Pour rester ferme dans un monde qui veut te voir faible. Pour te rappeler chaque matin que oui, tu peux dominer la paresse, que oui, tu peux te tenir au milieu de l'inconfort. Parce que lorsque tu renforces le corps, tu renforces aussi l'esprit. Et quand l'esprit est clair, tes décisions cessent de dépendre du chaos émotionnel. Tout commence par la façon dont tu te prends en charge, par la façon dont tu te confrontes à toi-même à ce moment où personne ne te voit. Tu n'as pas besoin de la salle de sport la plus chère, ni du corps le plus parfait. Tu as besoin de décisions. Tu as besoin de créer l'habitude de bouger, de te pousser, de te surpasser un peu chaque jour. Le corps est comme le caractère, il se forme avec la répétition, avec la constance, avec l'inconfort. Si chaque fois que tu te sens paresseux, tu abandonnes, alors tu as déjà perdu avant de commencer. Mais si chaque fois que tu te sens paresseux, tu décides de bouger quand même un peu, tu entraînes plus que tes muscles. Tu entraînes ta volonté. Et non, il ne s'agit pas de s'obséder avec une image. Il s'agit de construire un corps qui te soutient, qui reflète l'ordre, la santé, la présence. Un corps qui n'a pas besoin de parler, qui transmet la sécurité par lui-même. La peau ferme, le dos droit, les pas décidés. Tout cela communique sans besoin de mots. Et c'est là que se trouve la véritable transformation. Pas dans l'esthétique superficielle, mais dans ce que tu projettes lorsque tu sais que tu te tiens à tes engagements, que tu fais ce que tu as dit que tu ferais, que tu ne te trahis pas. Beaucoup cherchent à changer depuis l'esprit, mais oublient le corps. Et le corps garde aussi des émotions, des histoires, des traumatismes qui ne se libèrent que lorsque tu décides de le bouger, de le respirer, de le défier.
Chaque goutte de sueur est une façon de lâcher du poids émotionnel. Chaque répétition est une affirmation de pouvoir interne. Chaque entraînement est un rituel silencieux où tu réaffirmes ton engagement. Si ton corps est le temple, alors prends-en soin comme tel. Non pas pour le montrer, mais pour l'habiter avec dignité. Tu n'as pas besoin qu'on t'applaudisse pour le faire. En fait, moins tu en parles, plus il t'appartient. La vraie force ne se crie pas, elle se remarque. Le véritable respect ne s'exige pas, il se projette. Et cela commence par la façon dont tu traites ton corps lorsque personne ne regarde. Le négliges-tu ou l'élèves-tu? L'utilises-tu comme une échappatoire ou comme une base de construction? Chaque décision compte, chaque mouvement s'ajoute. N'attends pas le moment parfait. Le corps se sculpte au milieu de la fatigue, au milieu de la douleur, au milieu du silence. Fais-le pour toi, pour ce toi qui émerge, pour ce toi qui mérite de se sentir fort, stable, connecté. Sculpte ton corps comme si tu étais ce sculpteur qui sait exactement ce qu'il y a sous la pierre, parce que tu sais ce qu'il y a à l'intérieur, et il attend que tu le libères, non pas avec des mots, mais avec de l'action. Une action ferme, constante et silencieuse, comme il se doit. 4. Fais de ta peau, tes cheveux et ton regard ta lettre invisible. Un jardin abandonné n'a pas besoin de crier qu'il a été négligé, il suffit de regarder ses feuilles flétries, la poussière accumulée, la couleur terne. De la même manière, tu n'as pas besoin de dire grand-chose pour montrer dans quel état tu te trouves. Ta peau parle, tes cheveux parlent, ton regard aussi. Tout en toi communique, même lorsque tu décides de rester silencieux. Ce que tu négliges, ça se voit. Ce que tu prends soin, ça se voit aussi. L'apparence n'est pas seulement esthétique, elle est le reflet de ton lien avec toi-même. Et même si beaucoup veulent feindre la confiance par les vêtements ou l'attitude, la vérité se voit toujours dans les détails que tu ne peux pas feindre. Il ne s'agit pas de paraître parfait, il s'agit de montrer que tu te respectes. Une peau propre, hydratée, soignée, n'a pas besoin de maquillage pour imposer sa présence. Des cheveux bien coiffés ou simplement propres n'ont pas besoin de luxe pour transmettre l'ordre. Un regard ferme, clair, reposé peut en dire plus que 1000 phrases motivantes. Il y a quelque chose dans le soin physique qui va au-delà de l'extérieur. C'est une façon de dire au monde « Oui, je suis là et je me valorise assez pour ne pas m'abandonner ». Non par vanité, mais par cohérence. Prendre soin de toi ne devrait pas dépendre de qui te regarde. Tu ne devrais pas te préparer seulement pour plaire, seulement pour te plaire. Tu devrais le faire parce que tu en as besoin. Parce que lorsque tu es aligné à l'extérieur, tu te mets aussi en ordre à l'intérieur. Parce que nettoyer ton visage, te coiffer avec intention, vérifier ta posture, t'hydrater, choisir comment tu te présentes chaque jour sont des moyens petits mais puissants de maintenir ton centre. Personne n'a à le voir, personne n'a à le remarquer, mais toi tu le sais, et cela suffit. Beaucoup pensent que changer de vie commence par de grandes décisions, mais cela commence presque toujours par de petites choses. Quand tu décides de te lever et de te laver le visage calmement, quand tu choisis de mettre des vêtements qui te font te sentir digne, quand tu te regardes dans le miroir et que tu vois que tu es constant, que tu ne te laisses pas tomber. Le soin personnel n'est pas un luxe, c'est une déclaration de respect. Et dans le silence, il devient l'une de tes armes les plus puissantes, parce que les gens le remarquent, même s'ils ne le comprennent pas. Tu n'as pas besoin d'expliquer pourquoi tu es différent. Il suffit que ta présence le dise pour toi. Les gens ne comprennent pas toujours comment, mais ils sentent quand quelqu'un est revenu à lui-même. Ils le perçoivent dans la peau sereine, dans les cheveux qui reflètent l'ordre, dans le regard qui ne dévie plus. Tu peux parler à partir de tes choix quotidiens, de la façon dont tu marches, de la façon dont tu respires, de la façon dont tu te tiens. La transformation profonde ne s'annonce pas, elle s'incarne. Et chaque geste de soin de soi ajoute de la force à cette présence. Il y en a qui vont minimiser. Ils te diront que cela n'a pas d'importance, que l'essentiel est ce qui est à l'intérieur. Et oui, l'intérieur est clé. Mais l'extérieur compte aussi, car il est une extension de ce que tu portes à l'intérieur. Si tu es brisé, tu le montres. Si tu es connecté, tu le montres aussi.
Et il ne s'agit pas d'une obsession de l'image, mais d'une décision sur la façon dont tu veux te présenter au monde, même lorsque tu ne dis pas un seul mot. Celui qui se respecte n'a pas besoin de fioritures exagérées, il a juste besoin de cohérence. Et cette cohérence se construit à partir de chaque habitude de soin que tu choisis de maintenir, même les jours où tu n'en as pas envie. Fais de ta peau ton armure propre, de tes cheveux ton symbole d'ordre, de ton regard ton langage ferme. Tu n'as pas besoin de crier les changements. Assure-toi simplement que lorsque l'on te voit, peu importe le moment, on peut percevoir que tu t'appartiens, que tu es revenu à toi, qu'il y a une décision silencieuse derrière chaque détail. Et cela, crois-moi, se remarque plus que n'importe quel mot, parce que celui qui prend soin de ce que les autres ne voient pas, crée une force qui ne se discute pas. Elle se perçoit et elle se respecte. 5. Tiens ton corps comme si tu étais déjà celui que tu es en train de construire. Un acteur, avant de monter sur scène, répète non seulement ses répliques, mais aussi sa posture, sa façon de marcher, sa respiration. Parce qu'il sait que le corps communique bien avant les mots. Mais tu ne joues pas, tu t'entraînes à une version réelle. Et pourtant, tu devrais te déplacer dans le monde comme si tu étais déjà cette personne que tu travailles à devenir. Parce que si tu attends de changer à l'intérieur pour commencer à changer à l'extérieur, tu es en retard. Parfois, tu as besoin de commencer à l'envers. Redresser le dos avant de croire en toi. Marcher fermement avant d'être complètement sûr. Respirer profondément avant de ressentir le calme. Faire semblant d'être en contrôle jusqu'à ce que tu le sois vraiment. Non pas comme un mensonge, mais comme un pont vers ce que tu construis. La façon dont tu te déplaces en dit long sur ta relation avec toi-même. Si tu traînes les pieds, si tu voûtes les épaules, si tu regardes le sol tout le temps, le corps devient le reflet d'un esprit éteint. Mais si tu lèves le menton, si tu marches avec une direction, si tu tiens l'abdomen, si tu alignes les épaules, si tu fais un contact visuel sans trembler, tu envoies des signaux silencieux au monde et aussi à toi. Peu importe si tu te sens encore faible, le corps peut aider l'esprit à croire que tu ne l'es plus. Les stoïciens ne parlaient pas d'image, ils parlaient de présence. Et la présence se travaille. Elle se construit lorsque tu décides de ne pas bouger par peur, mais par intention. Lorsque tu ne te caches pas à l'intérieur du corps, mais que tu l'habites avec fermeté. Personne ne va te donner de la sécurité. Personne ne va te donner la permission de te sentir digne. C'est toi qui choisis chaque matin comment te présenter. Et tu le fais depuis le physique, depuis le concret, depuis ce que tu contrôles. Tu peux avoir 1000 pensées confuses, mais si tu corriges ta posture, tu as déjà fait le premier pas. Si tu régules ta respiration, tu as déjà pris le deuxième. Si tu marches comme si ton espace avait de la valeur, l'environnement commence à le remarquer, même avant toi. Beaucoup sous-estiment le pouvoir de la façon dont ils tiennent leur corps. Ils pensent que la transformation est uniquement mentale et émotionnelle, mais ils oublient que le corps est le véhicule. Et si ton véhicule est effondré, tendu, rétréci, désordonné, il sera difficile d'avancer avec clarté. Tu dois t'aligner, tu dois te déplacer comme si tu étais déjà le résultat. Non par arrogance, mais par détermination. Parce que tenir ton corps est une façon de montrer du respect pour ce que tu construis. Tu ne peux pas dire que tu te transformes tout en marchant comme si tu portais une défaite sur ton dos. Marche comme si ton énergie n'était pas négociable. Que tu ailles au travail, à la salle de sport ou simplement dans la rue, fais-le comme quelqu'un qui connaît déjà sa valeur. Tu n'as pas besoin d'exagérer, tu n'as pas besoin de t'imposer. Habite simplement ton corps avec plus d'intention. Fais en sorte que chaque pas, chaque mouvement, chaque geste parle de quelqu'un qui est présent, qui est éveillé, qui ne renonce pas. Et même si tu as des doutes à l'intérieur, même si tu es encore en train de guérir des blessures, même si tu n'es pas encore arrivé où tu veux, comporte-toi comme quelqu'un qui est en chemin. Parce que c'est ce que tu es. Un projet en construction qui n'attend pas d'être terminé pour commencer à marcher avec assurance. Ne t'abandonne pas dans le processus. Ne te déplace pas depuis l'insécurité. Ne porte pas ton corps comme si c'était un fardeau de plus. Tiens-le avec fierté.
avec soin, avec décision. Parce qu'à chaque fois que tu le fais, tu te rapproches de cette version de toi qui ne se cache plus, qui ne se traîne plus, qui ne s'excuse plus d'occuper de l'espace. Et cette version a besoin d'un corps qui soit à la hauteur, pas demain, aujourd'hui. Commence par la façon dont tu te tiens, et le reste commence à s'aligner. 6. Habille-toi comme quelqu'un qui honore le présent, pas comme quelqu'un qui cache le passé. Un guerrier ne met pas son armure pour se cacher, il la met pour se rappeler qui il est, pas pour dissimuler des blessures, mais pour protéger ce qu'il a déjà surmonté. C'est ainsi que tu devrais t'habiller, pas comme quelqu'un qui cherche à s'intégrer, ni comme quelqu'un qui essaie de cacher la honte d'hier, mais comme quelqu'un qui honore le point où il se trouve, sans prétendre, sans exagérer, sans déguiser. Les vêtements, les couleurs, les détails que tu choisis chaque jour en disent plus sur ton état intérieur que n'importe quelle phrase que tu publies. Et si tu ne fais pas attention à la façon dont tu t'habilles, tu ne fais probablement pas non plus attention à la façon dont tu te sens avec toi-même. Il ne s'agit pas de mode ou de luxe, il s'agit de présence, de cohérence, de ce geste silencieux qui montre que tu ne te laisses pas tomber, même si tu es en processus. Parce qu'il y a ceux qui utilisent les vêtements pour attirer l'attention, mais il y a aussi ceux qui les utilisent pour se cacher. Et aucun des deux extrêmes ne reflète une véritable transformation. Ce que l'on cherche ici, c'est autre chose. C'est de choisir consciemment comment tu veux te présenter au monde sans traîner le poids de ce que tu as été, sans dissimuler les insécurités ni cacher les cicatrices. Simplement te montrer à partir d'un lieu de dignité silencieuse. S'habiller ne devrait pas être un acte automatique. Cela devrait être une affirmation. Je suis ici, je suis éveillé, je suis présent. Même si je ne suis pas encore qui je veux être, je mérite de m'habiller avec respect. Même si je n'ai pas les meilleurs vêtements, je peux les garder propres, bien entretenus, bien assortis. Même si mes vêtements ne sont pas chers, je peux les porter comme si je savais que je vaux plus que n'importe quelle étiquette. Parce qu'à la fin, ce n'est pas ce que tu portes, c'est l'intention avec laquelle tu le portes, la façon dont tu marches avec ça, la façon dont tu te sens pendant que tu le portes, c'est ce qui transmet. S'habiller consciemment est aussi une façon de fermer des cycles. Il y a des gens qui continuent à porter des vêtements qui leur rappellent des périodes où ils se sentaient faibles, perdus ou brisés. Il y a ceux qui mettent la première chose qu'ils trouvent, non pas parce qu'ils sont à l'aise, mais parce qu'ils ne croient plus que cela vaut la peine de faire des efforts. Mais si tu es ici, si tu lis ceci, c'est parce que quelque chose en toi veut encore plus. Tu veux encore retrouver cette version de toi qui se sent bien dans sa propre peau. Et une partie de cela est de choisir de t'habiller comme quelqu'un qui ne vit plus coincé dans le passé. Commence par nettoyer ton placard. Enlève ce qui ne représente plus ton présent. Garde ce qui t'élève, ce qui te convient, ce qui te rappelle que tu mérites d'être bien. Tu n'as pas besoin de beaucoup de vêtements. Tu as besoin d'intention, d'ordre, de clarté. Et surtout d'une posture interne qui te fait marcher comme quelqu'un qui n'a plus rien à cacher. Parce qu'il ne s'agit pas d'impressionner qui que ce soit. Il s'agit de cesser de te cacher. Il s'agit de construire une image qui est alignée avec ton avancement. Regarde-toi avant de sortir. Non par vanité, mais par respect. Demande-toi si ce que tu portes reflète l'engagement que tu prends avec toi-même. Et si ce n'est pas le cas, change-le. Non pas pour faire semblant, mais pour te reconnecter. Fais-le en silence, fais-le pour toi. Parce que quand tu t'habilles à partir du présent, le passé commence à te lâcher. Tu n'as plus besoin de le cacher, tu ne le traînes plus. Tu décides chaque jour de te montrer comme quelqu'un qui a choisi d'avancer. Et ce choix, bien qu'il semble petit, a du pouvoir. Parce que celui qui prend soin de ce qu'il montre à l'extérieur travaille aussi ce qu'il soutient à l'intérieur. Alors, ne t'habille pas pour plaire ni pour te cacher. Habille-toi comme quelqu'un qui honore ce qu'il construit, comme quelqu'un qui sait qu'il n'a pas terminé son chemin, mais qui n'a plus l'intention de marcher courbé par ce qu'il a vécu. Ce que tu as été est déjà passé. Aujourd'hui,
Tu t'habilles comme quelqu'un qui choisit qui il va être. Et ça se voit, même si tu ne dis rien. 7. Que ton silence soit l'écho d'une transformation irréversible. Lorsqu'une montagne change de forme sous l'érosion du temps, elle ne l'annonce pas. Elle ne se plaint pas du vent ni de l'eau. Elle se transforme simplement. Et ce qui était autrefois tranchant devient courbe. Ce qui était autrefois fragile devient roche solide. C'est ainsi que se produit la véritable transformation, silencieuse, constante, inévitable. Elle ne cherche pas l'attention, ne se justifie pas, n'attend pas l'approbation. Elle avance simplement, parce que lorsque le changement est réel, il n'a pas besoin d'explication. Celui qui crie ce qu'il fait cherche encore la reconnaissance. Celui qui a vraiment changé ne discute plus, il est simplement. Et c'est ce que tu dois chercher. Que ton silence devienne la preuve vivante que tu ne reviendras pas en arrière. Beaucoup de gens confondent le bruit avec le progrès. Ils pensent que si ce n'est pas publié, ça ne compte pas. Que si ce n'est pas partagé, ce n'est pas réel. Mais la vérité est que le processus le plus profond se produit toujours lorsque personne ne regarde. Le muscle se développe à l'entraînement, pas sur la photo. L'esprit se renforce dans l'inconfort, pas dans la phrase motivante. Et tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit pendant que tu es en construction. Tu as juste besoin de décider que tu ne seras plus jamais qui tu étais. Il y aura ceux qui voudront te provoquer pour voir si tu es toujours le même. Il y aura ceux qui essaieront de te ramener à l'ancien scénario que tu jouais. Mais tu n'es pas obligé de réagir. Tu n'es pas ici pour répéter des schémas, tu es ici pour les briser, et cette rupture se produit en silence. Chaque fois que tu décides de ne pas répondre avec colère, chaque fois que tu choisis le calme plutôt que le drame, chaque fois que tu t'éloignes sans expliquer, tu entraînes une force qui ne s'achète ni ne s'enseigne, celle de quelqu'un qui n'a plus besoin de bruit pour savoir qui il est. Tais-toi, mais pas par peur, mais par conviction. Le silence devient puissant lorsqu'il est rempli d'intention. Chaque jour que tu passes, sans te justifier, sans chercher l'attention, sans mendier la validation, tu en dis plus que n'importe quel discours. Tu dis « je change », non pas pour te convaincre, mais parce que je ne peux plus rester le même. Et cela se voit. On le voit dans ton regard, dans ta posture, dans tes limites, dans ton énergie. Les gens le sentent, même s'ils ne savent pas comment l'expliquer. La véritable transformation ne fait pas de bruit. Elle n'émet pas d'avertissement. Elle ne supplie pas d'être comprise. Elle se produit simplement. Comme la marée qui change la forme de la côte avec une patience brutale, tu es cette marée, tu es ce changement. Fais que ton silence le reflète, qu'il devienne un écho ferme, impossible à ignorer, non pas parce que tu parles plus fort, mais parce que tu n'as plus besoin de parler. Parce que ce que tu construis s'impose de lui-même, parce que maintenant ta présence pèse plus que n'importe quel mot, parce que maintenant tu n'es plus qui tu étais. Et cela, sans rien dire, change tout. 8. Protège ce qui a fleuri en t'éloignant de ce qui l'a autrefois flétri. Une fleur ne retourne pas au sol qui l'a desséchée. Peu importe si ce sol a été fertile à un moment donné, si elle n'obtient plus ce dont elle a besoin, elle se détache, s'éloigne, cherche la lumière dans une autre direction. Et tout comme la nature ne négocie pas avec ce qui lui fait du mal, tu ne devrais pas le faire non plus. Si tu as travaillé pour fleurir, si tu as construit quelque chose en toi qui commence enfin à se sentir stable, fort, vivant, alors tu as la responsabilité de le protéger, de ne pas retourner à ce qui a autrefois éteint ton énergie, de t'éloigner des environnements, des personnes et des routines qui te ramenaient encore et encore au même puits. Se transformer est difficile, mais il est encore plus difficile de maintenir ce que tu as accompli. Parce que lorsque tu changes, le monde que tu tolérais auparavant ne convient plus, et les tentations de retourner ne manqueront pas. Les amis qui ne te cherchent que lorsque tu ne vas pas bien, les habitudes qui te promettent un réconfort rapide mais te laissent vide, les dynamiques qui te ramènent à la version faible de toi-même. Tu ne peux pas permettre que cela ait une autre chance. Ce qui a fleuri en toi n'est pas négociable. Ce n'est pas en vente. Il n'est pas exposé au jugement ni à l'usure. Il est pris en charge. Il est honoré. Il est défendu.
T'éloigner ne fait pas toujours mal à cause de ce que tu laisses derrière toi, mais à cause de ce que cela te rappelle. Parce qu'en quittant certains endroits ou en coupant certains liens, tu ne fais pas que fermer des cycles, tu affrontes aussi des versions passées de toi qui veulent encore être entendues. Mais tu n'es pas ici pour rester là où tu as été petit. Tu es ici pour construire une vie plus grande que tes blessures. Et cette vie nécessite de l'espace, elle nécessite du silence, elle nécessite des décisions fermes. Il y aura ceux qui te traiteront de froid, distant, ingrat. Laisse-les. Seul toi sais ce que tu as dû faire pour sortir de là où tu étais. Seul toi sais les nuits où tu as dû te battre avec toi-même pour ne pas céder. Seul toi sais ce qui a fleuri. Et personne d'autre n'a le droit de donner son avis sur la façon dont tu le protèges. Si t'éloigner te donne la paix, alors c'est par là. Si fermer une porte te donne de la stabilité, alors fais-le sans hésiter. Si voir moins certaines personnes te redonne de l'énergie, alors c'est de l'amour propre, même si ça fait mal, même s'ils ne comprennent pas. Tout le monde ne mérite pas d'accéder à ta nouvelle version. Tout ne doit pas rester le même simplement parce que c'était toujours ainsi. Te protéger n'est pas de l'égoïsme, c'est de la maturité. C'est savoir que tu ne peux pas continuer à arroser des jardins où il n'y a jamais eu de fleurs. C'est comprendre que le respect de soi se reflète aussi dans les limites que tu poses. Et ces limites n'ont pas besoin d'être expliquées. Elles se maintiennent, elles se vivent, elles se défendent sans élever la voix. Ce qui a fleuri en toi est précieux, et celui qui le valorise en prend soin. Tu n'es plus sur le même terrain, tu n'es plus la même racine. Maintenant tu sais ce qui te nourrit, maintenant tu reconnais ce qui te flétrit, et cette clarté est ton guide. Suis-la. Même si tu dois t'éloigner, même si tu dois recommencer, ta nouvelle paix n'est pas négociable. Prends-en soin comme si c'était la seule chose que tu as, parce qu'en réalité, c'est le cas. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.